Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous suivre sur notre table ronde sur le stand de Comstrat à la REF, consacrée à la question du commerce de proximité et de l'impact justement des avantages aux salariés des titres restaurants sur ce secteur, qui est quand même un débat qui a été ouvert depuis un certain temps. Et donc, pour animer ce débat, nous recevons Frédérique Puissat, qui est sénatrice LR de l'Isère, membre de la Commission des Affaires sociales et qui a déjà travaillé sur les questions liées au commerce, et ainsi que Ilan Ouaninou, qui est directeur général d'Edenred France, l'entreprise leader sur le secteur des avantages aux salariés et notamment des titres restaurants, avec le fameux ticket restaurant, qui est quand même aux premières loges pour justement aborder l'impact de ces sujets. Alors, sans plus attendre, je vais déjà lancer le sujet sur la question justement autour du commerce de proximité. Donc, on sait que le titre restaurant représente un impact sur le chiffre d'affaires d'un certain nombre de secteurs, que ce soit le commerce de proximité, la restauration. Et donc, c'est un sujet qui mérite quand même qu'on en parle. Et donc, dans les débats, on oppose souvent les grandes enseignes avec le commerce de proximité. Madame la sénatrice, quelle est un peu votre approche sur cette dichotomie, sur le rôle et sur l'importance du commerce de proximité qui quand même connaît des difficultés parfois en France aujourd'hui? Alors c'est vrai que le commerce de proximité connaît un certain nombre de difficultés. Je ne suis pas certaine, on en parlera tout à l'heure, que l'impact du titre restaurant soit à due proportion aux problématiques que rencontre le problème de proximité. Mais en l'occurrence, pour répondre à votre question, grandes enseignes et commerce de proximité. Je tiens simplement à rappeler que les grandes enseignes sont structurées de façon différente. Il y a des grandes enseignes qui sont effectivement des grandes enseignes de magasins intégrés et qui du coup remontent l'intégralité de leur chiffre d'affaires au niveau national. Il y a beaucoup de grandes enseignes sont souvent méconnues, qui sont souvent fédérées sous forme de coopératives, avec des SARL, des SA qui sont plutôt gérés par des personnalités locales. Je pense par exemple à Super U dans la distribution, à Intermarché. Je pense aussi dans le domaine du sport parce que j'y ai souvent travaillé et du reste parfois les grandes enseignes se font manger par les petites enseignes. Je pense à GoSport qui était effectivement une filiale du groupe Casino, donc qui était un magasin intégré et qui vient d'être repris par Intersport qui sont des indépendants. Donc tout ça pour dire que quand on est effectivement sur du commerce de proximité, c'est pas l'enseigne qui fait ou pas la problématique du commerce de proximité, mais c'est bien la dynamique qui est mise en place par les élus locaux, et en tant que sénatrice à Dessein, je suis bien placée pour en parler, qui fait qu'on a ou pas la possibilité d'accéder au commerce de proximité, de valoriser le commerce de proximité, voire même de valoriser les responsables des commerces de proximité. Donc je crois que tout ça répond à des problématiques locales, qui sont des problématiques urbanistiques, mais aussi des problématiques de sécurité. Et je pourrais vous parler de Grenoble et de ce qu'on est en train de vivre à Grenoble pour vous dire que quand on a et qu'on assure la sécurité dans une ville, on assure aussi le développement du commerce et que tout ça est fortement lié. Moi, je suis ravi qu'on parle de commerce de proximité aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un poumon absolument fondamental de l'économie française et comme vous le dites tout à fait justement madame la sénatrice, c'est composé de beaucoup d'indépendants qui sont assez discrets, assez humbles, mais qui pourtant font un travail extraordinaire localement. Si on met quelques chiffres en face, le commerce de proximité en général, quand on parle de quoi? On parle des restaurants, des ventes à emporter, des petits supermarchés de villes et de banlieues. C'est plus d'un million de salariés en France. Le commerce de proximité, c'est 700 000 entreprises c'est un secteur en fait qui malgré tout souffre, puisque d'après, je crois que c'est l'UDP qui donnait un chiffre, le nombre de commerces de proximité est en recul de 2%, et aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs ruraux, il y a un autre chiffre, 62% des communes rurales n'ont plus de commerce de proximité. Et je pense qu'en Isère, vous devez en connaître un certain nombre. Et donc, et en même temps, j'étais ravi de découvrir le sondage d'OpinionWay de l'année dernière qui disait que 8 Français sur 10 sont attachés à leur commerce de proximité. Et tenez-vous bien parce qu'on connaît moins bien nos jeunes, 7 jeunes sur 10 de moins de 35 ans disent privilégier le commerce indépendant par rapport au commerce de grande enseigne. Donc nous, chez Edenred, on va en parler grâce au ticket restaurant, on est en soutien de ce commerce de proximité. Et je pense que c'est un secteur qui mérite largement d'être soutenu. Et donc, justement, pour rebondir un peu là-dessus, Ilan Ouaninou, en quoi Edenred contribue-t-elle justement au dynamisme du commerce de proximité? Nous, notre métier, c'est d'abord d'apporter du bien-être et de l'engagement auprès des salariés français. Mais ça, finalement, ça n'a rien à voir avec le commerce de proximité. La façon dont on le fait, c'est en proposant des solutions
d'argent fléché, c'est-à-dire d'argent qui ruisselle vers les commerçants. Et donc, de ce fait, nous agissons comme des apporteurs d'affaires du commerce de proximité. Si on prend l'exemple du ticket restaurant, pour y venir, le ticket restaurant, c'est 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont financés par les salariés et les entreprises et qui sont fléchés directement vers ces fameux commerces de proximité, essentiellement le monde de la restauration, mais également les supermarchés, qui soient d'ailleurs indépendants ou franchisés. Vous avez l'exemple de la carte cadeau qui va au-delà du ticket restaurant. C'est un marché de 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ça encore, c'est quoi? C'est de l'argent qui est financé par les entreprises via leur CSE et qui atterrissent auprès des dizaines de milliers de commerces indépendants du type textile, du type sport, du type loisirs ou culture, les librairies, etc. L'avantage de ces dispositifs, c'est qu'ils ne sont pas délocalisables. C'est de l'argent qui va directement vers l'économie de proximité, qui n'est pas épargnable non plus. Donc, au-delà du fait que chez Edenred, nous contribuons au pouvoir d'achat des salariés, qui est l'une de notre missions, en réalité, on néglige souvent l'autre partie de notre activité, qui est d'apporter du chiffre d'affaires et de la rentabilité à tous ces commerçants. Sachant que ces commerçants ne le reconnaissent pas toujours. Parfois, ils nous voient comme un mal nécessaire. Évidemment, comme dans tous les business B2B, on discute de commission. La réalité, c'est que c'est 8,5 milliards de chiffre d'affaires tous les ans. Donc, l'année dernière, il y a eu une première proposition de loi pour la prolongation d'un dispositif ticket restaurant qui a donné lieu à l'annonce quand même d'une réforme plus en profondeur. Donc, depuis la dissolution, tout ça est un peu suspendu. Mais bon, cette réforme, il faudra peut-être la faire. Et justement, Madame la sénatrice, comment est-ce que vous voyez cette réforme aujourd'hui? D'abord, peut-elle se faire? Quelles orientations doit-elle prendre? Et surtout, quels sont les points qui vous semblent les plus importants et les plus prioritaires? Alors cette réforme, elle date d'un peu avant l'année dernière, puisque, et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec monsieur le directeur général, la force du ticket restaurant en particulier, mais des autres tickets qui ont été développés, c'est que ce sont des outils de partage de la valeur et que ce sont des outils d'amélioration du pouvoir d'achat. J'ai été rapporteur du texte de loi de 2022 sur le pouvoir d'achat qui s'appelait « Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ». Quand je fais un texte de loi, en règle générale, comme tous les rapporteurs, nous rencontrons au niveau national l'intégralité des représentants qui sont, j'allais dire, tributaires de ce texte de loi. Et moi, j'ai coutume de rencontrer des chefs d'entreprise sur le terrain. Je le fais en règle générale dans mon département. Et à l'époque, j'avais rencontré un chef d'entreprise, et je me permets de le dire parce qu'il est adhérent du MEDEF dans l'Isère, et que nous sommes aux journées du MEDEF aujourd'hui, qui m'avait dit, tu sais, Frédéric, nous, on a quand même quelques difficultés économiques. Par contre, on a un outil qui est formidable, qui est le titre restaurant. C'était une petite entreprise de moins de 50, et elle me dit, moi, j'ai des tickets restaurants, je donne des tickets restaurants à mes salariés. La difficulté, c'est que mes salariés aujourd'hui, quand ils passent à la caisse des supermarchés, ils sont limités dans leur capacité d'achat, et du coup, on pourrait très facilement, avec la même somme, sans dépenses publiques plus importantes, essayer d'améliorer leur pouvoir d'achat en augmentant la possibilité de pouvoir effectivement améliorer l'offre qui est possible avec le titre restaurant. Alors, il faut quand même rappeler et rendre au gouvernement, j'allais dire, sa légitimité. Le gouvernement avait déjà, sur un certain nombre de principes, sur les titres restaurants, déjà amélioré les choses, puisqu'on avait d'une part eu la possibilité d'augmenter de 19 à 25%, à 25 euros, pardon, la valeur faciale du titre restaurant, et d'augmenter de 5,69 à 5,92 la partie désocialisée et défiscalisée du titre restaurant. Moi, ce que j'ai fait dans la loi de 2022, c'est que j'ai permis, dans le cadre de la problématique de pouvoir d'achat qu'on rencontrait à l'époque, je rappelle qu'on avait une très forte inflation, j'ai permis d'ouvrir le panier des titres restaurants dans les supermarchés. Or, comme nous étions sur des mesures d'urgence et que nous devions effectivement flécher les dispositifs, j'avais fléché ça à la fin de l'année 2023, et effectivement, la ministre de l'époque s'est rendu compte que nous arrivions au terme de l'année 2023 et que le dispositif allait s'arrêter. C'est pour ça qu'on a eu des propositions de loi qui ont été faites très rapidement pour qu'on puisse prolonger ce dispositif-là. Donc ce dispositif a été prolongé, mais ce n'est ni plus ni moins que la prolongation de l'année 2022 et effectivement de cette proposition de loi, en l'occurrence de l'entreprise Converso, qui m'avait été proposée à l'époque par une entreprise iséroise. Donc on aura l'occasion d'échanger sur différents textes de loi à la rentrée, avec la problématique qu'on connaît aujourd'hui, qui est une problématique
politique des gouvernements à mettre en place. En tout cas, nous avons fait, j'allais dire notre groupe, le groupe du président Retailleau au Sénat et du président Wauquiez à l'Assemblée nationale, des propositions sur le pouvoir d'achat et nous serons au rendez-vous notamment sur ces enjeux-là à la rentrée de septembre 2024. Et donc, Ilan Walloumi, qu'attendez-vous un peu de cette réforme quelles sont les priorités concernant les éventuelles réformes du titre restaurant? Alors, pour revenir une petite seconde en arrière, je dois avouer, pour la beauté du débat, que lorsque vous avez proposé cet amendement à la loi pouvoir d'achat, nous, on n'était pas tout à fait d'accord avec vous. L'eau a coulé sur les ponts, on s'est rangé à votre position, mais pourquoi on n'était pas tout à fait d'accord avec l'élargissement des produits en grande distribution? C'est parce qu'en fait, effectivement, le titre restaurant, a été positionné comme un instrument de pouvoir d'achat, et de fait, c'est un instrument de pouvoir d'achat, mais on néglige l'autre aspect du titre restaurant qui est l'instrument d'une politique sociale de l'entreprise voulue par le gouvernement, qui consiste à permettre aux salariés de bien s'alimenter pour sa pause déjeuner. Et derrière ça, il y a un enjeu de santé publique, il y a un enjeu de productivité. Or, la grande distribution ne joue que modérément, le supermarché ne joue que modérément ce rôle d'alimentation pendant la pause déjeuner. C'est plutôt le restaurant et la vente à emporter qui jouent ce rôle. Et donc, on craignait à l'époque que ce soit un grand dévoiement du titre restaurant qui devienne une sorte de ticket caddie et pour lequel un jour les entreprises se disent, ou l'État même se disent, est-ce que ça vaut vraiment une exonération fiscale? La réalité, c'est que 18 mois après, pratiquement 2 ans après exactement d'ailleurs, les équilibres se sont trouvés parce que en général, il faut faire confiance aux Français sur leur propre comportement. La part de la grande distribution a légèrement augmenté, elle est passée de 32 à 35-36%, et ça s'est stabilisé là. Pourquoi? Parce que les Français ont envie d'aller au restaurant, parce qu'en fait, c'est souvent là qu'il y a les dépenses qu'on arbitre, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, et donc le ticket restaurant est une manière de le faire. On y mange mieux, on peut prendre entrée, plat, dessert, etc. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Pour revenir à ta question, Samuel, où est-ce qu'on en est? La ministre démissionnaire, Olivia Grégoire, qui maintenant est députée, a fait un travail, je dois dire, assez remarquable, de concertation auprès de l'ensemble des parties prenantes, les syndicats de salariés, les syndicats d'entreprises, les émetteurs et l'État, pour pouvoir proposer une loi qui me semble être assez équilibrée. Que contient-elle? Premièrement, la dématérialisation totale du ticket restaurant. Il existe encore 30% qui est encore sous format papier aujourd'hui. Je pense qu'en fait, on est l'un des derniers pays à ne plus être totalement dématérialisé. C'est quand même beaucoup mieux pour la gestion des restaurants, c'est beaucoup mieux pour les salariés eux-mêmes. La deuxième chose, c'est la clarification du propos que vous avez initié, qui est l'éligibilité des produits en GMS, et nous le soutenons, parce qu'il faut être pragmatique et les Français le veulent. Et il y a un certain nombre d'autres sujets qui sont des sujets liés à la transparence des prix, avec des chartes de bonne conduite entre émetteurs et restaurateurs, et puis des sujets qui sont liés à la solidarité. Nous, cette réforme, elle n'a pas eu le temps d'arriver au Parlement, et nous pensons qu'il faut qu'elle y arrive. Et d'ailleurs, nous sommes à la recherche de personnes de bonne volonté pour déposer une PPL, que ce soit au Parlement ou au Sénat, pour faire aboutir cette réforme. Madame la sénatrice, vous serez au rendez-vous de cette PPL si jamais elle arrive en discussion au Sénat? Alors, non seulement peut-être qu'on sera au rendez-vous, mais nous avons eu un échange il y a quelques semaines en arrière, avec effectivement la possibilité éventuellement que nous la déposions, étant entendu quand même que Olivia Grégoire qui l'a portée, elle serait quand même plus à même de la déposer à tout seigneur, tout honneur quand même. Mais elle passera au Sénat à un moment donné de toute façon. Absolument. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange et cette discussion. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler encore à l'avenir, puisqu'on peut espérer que cette proposition de loi voit le jour. Merci.